Bonsoir à toutes et à tous. Je suis le storyteller et je suis ici pour vous aider à vous endormir avec ces histoires d'horreur issues de la Deep Web. Alors, avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime à la vidéo. J'adorerais savoir d'où vous venez et à quelle heure vous regardez ceci. Alors dites-le moi dans les commentaires. Lorsque vous serez prêts, installez-vous confortablement et musique, détendez-vous. Il était passé minuit quand j'ai décidé d'exécuter un script que j'avais trouvé dans les profondeurs de la Deep Web. Cela faisait des semaines que je cherchais quelque chose de vraiment étrange, pas seulement les classiques comme les drogues ou les diffusions brutales de gens torturés et ce genre de choses. Je voulais autre chose, découvrir des secrets, ce genre d'informations interdites, dont on chuchote dans ces forums obscurs et qui disparaissent rapidement à l'arrivée des modérateurs. Après un long moment de recherches infructueuses, j'ai finalement trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Un code dans un dépôt privé portant un nom des plus étranges. Pont de communication cosmique, protégé par mot de passe via Deadlink. Pourtant, ce n'était pas si bien protégé que ça. Il m'a suffi d'utiliser un vieil exploit pour le contourner. Et tout à coup, il était là. Un client de messagerie en ligne de commande, épuré avec des lignes d'entrée et de sortie. En haut de l'écran, un message « Communication avec des entités de l'au-delà ». Ne brisez pas le protocole. Je ne croyais pas une seconde aux fantômes ni aux démons. Ça me paraissait absurde. Probablement une blague d'un hacker solitaire qui s'ennuyait à mourir et voulait piéger quelqu'un. Pourtant, j'étais las du contenu habituel que je trouvais sur la Deep Web. Et ça, même si cela semblait idiot, c'était au moins intriguant. Et comme j'avais du temps libre, j'ai décidé de lancer le chat. Qu'avais-je à perdre? Le fichier s'est chargé instantanément. Pas d'adresse IP visible, pas de log, juste un curseur clignotant et un message déjà affiché. Tu n'es pas censé être ici. Blah, c'était mon nom. Je suis resté figé. Je n'avais encore rien tapé. J'ai vérifié mon IP, mais rien ne pouvait révéler mon identité. C'était étrange de voir mon vrai prénom apparaître là, mais j'ai répondu, pensant que c'était peut-être un script monté pour faire des blagues. « Qui es-tu » j'écris. La réponse est arrivée aussitôt. « Tu le sais déjà, tu es venu nous chercher. » J'ai senti une pression étrange dans la poitrine. Ce n'était pas vraiment de la peur, mais une sorte de curiosité froide qui m'envahissait. J'ai commencé à poser plus de questions, pensant que c'était une sorte de chatbot doté d'intelligence artificielle qui se moquait de moi. Je voulais comprendre ce que c'était. Et pour cela, j'avais besoin d'informations. Mais les choses qu'il me révélait à mon sujet étaient des détails qui n'étaient accessibles nulle part. Des choses que je n'avais jamais publiées, même pas sur mes appareils. Par exemple, il a parlé du pacemaker de mon frère, de l'insomnie de ma mère et de la cicatrice dans mon dos que je m'étais faite en franchissant une clôture barbelée et que personne d'autre n'avait jamais vue. À ce moment-là, j'ai voulu tout éteindre, supprimer le dépôt et oublier cette histoire. J'avais des frissons. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et je ne savais honnêtement pas comment réagir. Je voulais juste sortir de là au plus vite, mais il m'a écrit « Tu ne peux pas partir. Si tu sors maintenant, nous prendrons ton frère en premier. » Regarde son écran. Une tension horrible s'est installée dans ma poitrine. Mes mains étaient posées sur le clavier, mais je ne les sentais plus. Mon corps était engourdi par la peur de ce que j'allais voir. Même si j'espérais encore qu'il ne s'agissait que d'une blague macabre, je savais au fond de moi que je m'étais aventuré dans quelque chose de dangereux. Je connaissais les horreurs qui pouvaient surgir sur la Deep Web, mais je devais regarder, même si la peur me dévorait. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'application de bureau à distance que j'avais configurée des mois auparavant pour jouer des tours à mon frère. Quand il laissait son PC inactif, elle était encore connectée. En entrant, j'ai vu que la webcam était allumée. Mon frère était assis à son bureau, regardant son écran, livide et totalement immobile. Je ne pouvais pas voir ce qu'il observait, mais quoi que ce fût, cela l'avait complètement figé, et cela semblait atroce. Ses yeux étaient grands ouverts, sans cligner. Puis sa bouche s'est lentement ouverte, et mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qu'il voyait? Que se passait-il ici? Soudain, il a commencé à trembler. Au début, cela ressemblait à un frisson.
Mais ensuite, son corps s'est mis à se secouer violemment. Il a été projeté hors de sa chaise et s'est plié vers l'avant. Il s'étranglait avec ses propres ongles, pendant qu'une écume blanche sortait de sa bouche. Sa tête s'est mise à frapper violemment contre le coin de l'écran, jusqu'à ce qu'il se mette à cracher du sang, et un instant plus tard, son corps s'est effondré. Je ne pouvais plus supporter ça. J'ai crié de toutes mes forces, et j'ai arraché le câble d'alimentation du routeur. J'ai ensuite claqué l'écran de l'ordinateur portable, mais cela n'a rien arrêté. L'écran s'était éteint, mais le ventilateur tournait encore. Terrifié, désespéré, j'ai couru me réfugier dans un coin de ma chambre, recroquevillé, la tête entre les mains, en pleurant, le cœur battant à 1000. Au bout d'un moment, j'ai commencé à hyperventiler. J'avais l'impression de manquer d'oxygène. Je faisais une attaque de panique. Il fallait que je respire profondément et que je me calme pour ne pas perdre connaissance. Puis, lentement, je me suis relevé. J'ai marché vers mon bureau et j'ai rallumé l'ordinateur. Mais à mon horreur, le chat était toujours là, comme si de rien n'était. Il a terminé. Tu ne disais rien. Je les ai suppliés d'arrêter, leur disant que je croyais en eux, que je ferais tout ce qu'ils voulaient. Mes mains tremblaient trop pour écrire, alors je les ai simplement laissés flotter, au-dessus du clavier, attendant leur prochain mouvement. C'est alors qu'un nouveau message est arrivé. Tu as un rôle à jouer. Amuse-nous. Donne-nous envie de te garder en vie. Raconte-nous des secrets. Montre-nous des choses. Souffre pour nous. Je ne comprenais pas ce qu'ils attendaient de moi avec tout ça. Mais soudain, la lumière de la webcam s'est allumée. Je ne l'avais même pas touchée. Et pourtant, elle était activée. Puis, une nouvelle ligne est apparue dans le chat. Souris pour nous. J'étais terrorisé. Mais j'ai forcé un sourire en regardant à travers l'œil froid de la caméra. Mon reflet ressemblait à celui d'un fou. Une autre ligne est aussitôt apparue. Ce n'est pas réel, rends-le réel. J'ai serré la mâchoire si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Je me suis donné une gifle. Je me suis frappé la poitrine. Et enfin, ils ont écrit bien. Ensuite, ils m'ont ordonné de me lever et d'enlever mes vêtements, jusqu'à rester en sous-vêtements. Je n'ai même pas cherché à comprendre comment ils pouvaient contrôler mon système. Cela allait bien au-delà d'un simple malware. C'était tout autre chose. Mon écran a d'abord clignoté en blanc, puis est devenu noir. Le chat est réapparu avec un nouveau message. Famille. Ensuite, qui observons-nous? Ils m'ont montré des miniatures issues des caméras de sécurité de la maison de mes parents. Je voyais mon père en train de dormir, ma mère dans la cuisine et mon petit cousin en train de jouer dans sa chambre. Il fallait que je choisisse, mais je m'y suis refusé. J'ai supplié à nouveau, s'il vous plaît, tuez-moi à leur place. Le curseur a clignoté pendant 10 longues secondes avant de répondre, pas encore. La chaise devenait inconfortable, ou peut-être n'était-ce que mon esprit. Le ventilateur de mon ordinateur portable faisait un bruit de râle, et tout sentait la sueur et le métal, à cause de la tension. À ce moment-là, ils m'ont demandé de danser. Et je l'ai fait, là debout dans ma chambre, nu comme un imbécile. Je dansais pour divertir je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Mais eux, ils avaient tout le contrôle. Ensuite, ils m'ont dit de pleurer. Et je l'ai fait aussi. J'ai laissé la douleur sortir de moi, face à la caméra, comme un animal en cage dans un zoo. Puis ils m'ont montré mon frère, encore une fois, celui-là même que j'avais vu s'effondrer sur sa chaise. Ils ont rembobiné la vidéo, passant sa mort en boucle, me forçant à revivre ces derniers instants encore et encore. L'écran s'est rempli de cette scène abominable que je ne pourrai jamais oublier. « Regarde-le 10 fois », ont-ils écrit. « Si tu détournes les yeux, maman est la suivante. » Chaque répétition m'écorchait l'âme, jusqu'à ce qu'à la 10e, je me sente si mal que je vomis. Je ne tentais même pas de nettoyer. Je restais simplement assis là, dans mon propre désastre. Le silence s'installa ensuite. Ils observaient, ils s'amusaient. Je n'en avais plus rien à faire. Mon esprit se brisait. Puis un nouveau commandement arriva. « Ouvre ton armoire. » Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. J'ai ouvert la porte. Et à mon horreur, l'écran changea pour afficher une retransmission en direct, depuis l'intérieur de mon propre placard. Je me vis moi-même de dos, et quand je me retournais, il n'y avait personne. J'ai claqué la porte de toutes mes forces, et j'ai écrit « J'ai terminé. Je ne peux pas continuer comme ça. » Mais la réponse fut immédiate. « Pas nous.
À cet instant, la pièce sembla rétrécir. Une pression écrasante m'envahit. Je me suis mis à taper n'importe quoi. Cherchant désespérément à fermer le chat, rien ne fonctionnait. Le désespoir m'a submergé et je me suis effondré au sol, livré à la panique, convaincu que j'allais tous les perdre. Soudain, le chat ralentit. Une alerte apparut. « Tu es pathétique. Tu nous ennuies. » Je n'avais plus la force de lutter. J'ai juste demandé un peu plus de temps. Supplié pour avoir une chance de survivre. Mais la douleur et l'impuissance m'envahissaient. Puis, la lumière de la webcam s'est éteinte. Et le client de messagerie s'est réduit dans la barre des tâches. Et à ma grande surprise, mon fond d'écran est redevenu normal. À cet instant, j'ai éteint l'ordinateur. J'ai tout débranché, comme si cela pouvait m'aider. Je suis tombé sur mon lit et j'ai pleuré sans discontinuer pendant des heures, incapable d'affronter la réalité. Mon frère n'était plus avec nous. J'avais peur de m'endormir. Peur que, lorsque je me réveillerais, l'ordinateur se rallume tout seul, encore une fois. Le lendemain matin, la lumière du soleil qui traversait la fenêtre m'a réveillé. Et aussitôt, les souvenirs de la veille ont déferlé dans mon esprit, me faisant revivre chaque seconde de l'horreur. J'ai fondu en larmes comme un enfant, sombrant à nouveau dans la terreur et le désespoir. Soudain, j'ai entendu la sonnette retentir avec insistance, suivie de coups frénétiques à la porte. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que mes parents avaient trouvé le cadavre de mon frère, et qu'ils étaient là à présent pour m'annoncer l'horrible nouvelle. Mon cœur s'est enfoncé dans ma poitrine alors que j'enfilais un pantalon, et je suis descendu, les larmes aux yeux, les jambes tremblantes. J'ai tenté de rassembler un peu de courage pour affronter ce qui allait suivre. Mais en ouvrant la porte, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Mon frère s'est jeté sur moi en sanglotant, me serrant dans ses bras, palpant mon corps et hurlant comme un « fou, tu es vivant, tu es vivant ». Je suis resté figé, complètement sous le choc. Tout cela n'avait été qu'un mensonge, un jeu tordu, mis en scène pour le divertissement de quelqu'un de profondément malade. Je n'ai aucune idée de comment ils ont fait, mais mon frère m'a dit que cette nuit-là, un chat étrange s'était ouvert sur son propre ordinateur. Ils lui ont fait la même chose qu'à moi. Ils lui ont montré la même vidéo, sauf que sur son écran, c'était moi qu'on voyait mourir de cette manière atroce. Et ils l'ont également menacé de faire subir la même chose à notre famille s'ils n'obéissaient pas à leurs ordres. Même si j'étais infiniment soulagé que mon frère soit sain et sauf, ce que j'ai vécu cette nuit-là, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Ce fut pourtant un rappel brutal. Le dark web n'est pas un endroit où l'on devrait jamais vouloir s'aventurer. Depuis que j'ai emménagé avec mon mari Mike, il y a 2 ans, tout semblait normal. Nous avions une petite maison douillette en périphérie, loin du vacarme de la ville, et nous menions une vie plutôt paisible. Mike travaillait depuis son bureau à domicile, enfermé pendant des heures, tandis que je me consacrais à mes projets freelance. Nous n'avions pas beaucoup d'amis, mais nous nous suffisions l'un à l'autre. Du moins, c'est ce que je croyais. Un soir, j'étais dans le salon à consulter mon téléphone. Mike était dans son bureau, comme toujours, la porte fermée. Tout était calme. Puis soudain, les lumières se sont éteintes, comme si quelqu'un avait éteint le monde. L'obscurité a englouti la maison en un instant, et l'écran de mon téléphone est devenu la seule source de lumière, projetant autour de moi des ombres angoissantes. Le silence est devenu écrasant. J'attendais au moins le bourdonnement du réfrigérateur, ou les voitures qui passent, mais il n'y avait que ce silence compact, lourd comme du plomb. J'ai cru à une simple panne de courant. Je me suis penché sur mon téléphone pour chercher une alerte quelconque, mais il n'y avait aucun signal. Le Wi-Fi ne répondait plus. Je me suis approché de la fenêtre, et j'ai constaté que ce n'était pas seulement ma maison. Toutes les maisons du voisinage étaient plongées dans le noir. Rien d'extraordinaire en soi. Et pourtant, un frisson m'a parcouru. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. C'est alors que j'ai entendu le bruit. Des pas, lents, sur l'allée de gravier. Je me suis approché de la fenêtre, j'ai écarté la rideau. Ils étaient là, un groupe de personnes, debout, immobiles, devant notre maison fixant l'entrée. Mon cœur s'est emballé. Ils étaient 5, tous vêtus de noir, le visage recouvert par une capuche. Ils ne bougeaient pas. Juste là, figés, comme des statues dans une exposition. J'ai tenté de me convaincre qu'il s'agissait peut-être de jeunes,
en train de faire une mauvaise blague, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Puis, comme s'ils recevaient un signal invisible, ils ont avancé d'un seul pas, en même temps. Mon estomac s'est retourné. Je me suis éloigné de la fenêtre, le cœur battant à tout rompre, et j'ai regardé à nouveau mon téléphone. Il était mort, comme tout le reste. C'est alors que la poignée de la porte d'entrée s'est mise à tourner. Quelqu'un essayait de l'ouvrir. Puis, le grattement à la porte arrière m'a glacé le sang. Prise de panique, j'ai couru jusqu'au bureau de Mike et j'ai frappé la porte de toutes mes forces. « Eh bon, Mick, il se passe quelque chose de bizarre. »« Ouvre-moi !» Aucune réponse. Chaque seconde qui passait alimentait mon angoisse. Puis la porte d'entrée a tremblé violemment. C'est à ce moment précis que j'ai compris. Ils essayaient de forcer l'entrée. Mais avant même que je puisse réaliser pleinement ce qui se passait, un bruit sourd a retenti à l'arrière de la maison, suivi d'un bruit de verre brisé, la fenêtre de la cuisine. L'air s'est aussitôt chargé d'une odeur étrange, quelque chose de métallique. Je ne pouvais pas perdre une seconde de plus. J'ai traversé le couloir en courant. Le chaos régnait autour de moi. Mes pieds avançaient à toute vitesse. Propulsé par une montée d'adrénaline, j'ai failli trébucher en tournant au coin du couloir, mais je ne me suis pas arrêté. Ma peau était couverte de sueur froide. Mes mains tremblaient, tandis que je saisis le premier objet venu pour me défendre, une lampe. J'ai entendu les pas se rapprocher, le cœur dans la gorge. La lampe fermement serrée entre mes doigts, j'ai attendu l'instant où la silhouette entrerait. Une ombre s'est faufilée dans le couloir. Mon corps s'est figé. Puis, l'homme encapuchonné est apparu. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai lancé la lampe de toutes mes forces. Elle s'est brisée contre sa poitrine, mais il n'a pas bronché. D'autres silhouettes sont apparues derrière lui. Ils bougeaient tous de la même façon, avec une précision mécanique sans dire un mot, comme s'ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Je me suis accroupi derrière le canapé, ramenant mes genoux contre moi. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. Je priais de toutes mes forces pour qu'ils ne me trouvent pas. L'un d'eux est entré dans le salon. Je ne sais pas si c'était le même, mais il scrutait la pièce avec une exactitude terrifiante. Je retenais mon souffle. Je luttais contre l'instinct de fuir, cherchant à rester totalement immobile. Les autres se dispersaient dans la maison avec la précision de prédateurs entraînés. L'homme qui était entré en premier s'approchait dangereusement de ma cachette. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que je devais changer de place, mais à peine avais-je bougé qu'un des vieux planchers de bois a craqué sous mes pieds. L'homme s'est retourné. C'est alors que l'instinct a pris le dessus. Je me suis redressé et j'ai couru vers l'escalier. Les pas derrière moi se sont accélérés aussitôt. Je montais les marches 2 à 2 sans jamais me retourner. Chaque muscle de mon corps hurlait. Mes jambes brûlaient, ma poitrine me faisait mal. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai traversé le palier, le cœur battant à tout rompre, la respiration haletante, sur le point de perdre le contrôle. C'est là que je l'ai vu, un objet métallique, au sol. Un long fil de fer étroit, posé là comme un piège tendu. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un jeu. Ils n'étaient pas là pour nous faire peur. Ils étaient là pour tuer. J'ai accéléré, j'ai percuté la porte du bureau de Mike, et j'ai frappé de toutes mes forces, la voix déformée par la panique. « Mike, laisse-moi entrer !» Il y a des intrus dans la maison. « Laisse-moi entrer !» Les pas se rapprochaient, résonnant de plus en plus fort, de plus en plus menaçant. J'ai crié son nom une fois de plus. Je n'ai pas entendu la voix de Mike, mais la serrure a finalement fait un déclic, et la porte s'est ouverte. Je me suis précipité à l'intérieur, le cœur battant à 1000 à l'heure, les mains tremblantes. Mais avant même que je puisse lui expliquer ce qui se passait, il m'a poussé violemment sur le côté. Je suis tombé lourdement au sol, sentant aussitôt une douleur fulgurante irradier ma hanche. Dans l'obscurité, mon mari tenait une arme à feu, mais il ne la pointait pas vers les intrus. C'est moi qu'il visait. Son visage était livide, ses mains tremblaient. À ce moment-là, il a regardé les silhouettes encapuchonnées et leur a dit d'une voix vacillante « Sortez, ou je la tue ». J'ai senti le sol s'effondrer sous mes pieds. Mon propre mari me prenait en otage. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. La seule chose dont j'étais certaine, c'est que j'étais en danger. Je l'ai regardé fixement, presque en suppliant du regard, mais ses yeux reflétaient une peur que je ne lui avais jamais vue auparavant.
Cependant, les hommes dans l'entrée n'ont pas hésité. L'un d'eux s'est précipité, frappant l'arme de Mike qui a volé hors de ses mains. L'autre l'a saisi à la gorge, et j'ai vu ses yeux se remplir de panique. Mike se débattait, tentant de se libérer, pendant que les mains de l'agresseur se refermaient de plus en plus fort. La lutte est devenue grotesque, et l'un d'eux a utilisé un fil métallique pour l'étrangler. Son visage est passé du rouge au violet, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse. Et j'étais paralysé de peur, mais en voyant ce qu'il lui faisait, je n'ai pas pu supporter davantage. Mon instinct m'a poussé à me jeter sur eux. L'un des hommes m'a repoussé avec une telle violence que je me suis écrasé contre le mur. Tout est devenu flou après ça, et mes oreilles bourdonnaient. J'ai vu le corps de Mike se convulser puis s'immobiliser. Ils l'ont laissé tomber au sol, comme s'il n'était qu'un objet sans valeur. Mon cœur s'est arrêté. Soudain, j'ai vu que l'arme était tout près de moi, à seulement quelques centimètres. Mais même si aucun d'eux ne faisait attention à moi, je n'ai pas été capable de m'en emparer. Voyant que Mike ne bougeait plus, les hommes ont tourné les talons et se sont éloignés, écrasant son corps inerte comme s'il ne signifiait rien. À cet instant, mon monde s'est figé et la réalité véritable s'est abattue sur moi, alors que je restais là, paralysé, l'esprit en plein chaos. Qu'était-ce que tout cela? Qui étaient ces hommes? Et pourquoi voulaient-ils tuer Mike? La police est arrivée 1 heure plus tard, alertée par les voisins qui avaient entendu mes cris. Ils m'ont trouvé recroquevillé dans un coin du bureau, fixant le corps sans vie de Mike. Ils ont emporté tout ce qu'il y avait. Dans son bureau, ordinateur, disque dur et téléphone. Ils ont ignoré mes questions. Parlant à voix basse et évitant de croiser mon regard plein d'horreur, il a fallu plusieurs jours avant que la vérité commence à émerger. Les hommes qui ont tué Mike n'étaient pas de simples criminels. Ils faisaient partie d'un groupe opérant sur le dark web, une sorte de hackers au chapeau blanc ou quelque chose dans ce genre. D'après mes recherches, ils agissaient comme des justiciers. En fouillant davantage, j'ai découvert que Mike vendait des organes sur le marché noir, en utilisant ses contacts en ligne, pour diriger une opération secrète dans la Deep Web. Je n'arrivais pas à y croire. Je pensais connaître l'homme que j'avais épousé. Je croyais que notre vie était simple et paisible, mais j'avais clairement tort. La vérité est difficile à accepter, mais peut-être que Mike a simplement eu ce qu'il méritait. Cette révélation m'a dévasté, m'a laissé avec un vide profond. Pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de porter ce fardeau et d'essayer d'avancer. Après l'incident, je suis retourné vivre chez mes parents et j'ai mis notre maison en vente. Je n'ai pas encore trouvé d'acheteur, mais j'espère que ce sera bientôt le cas. Je ne veux jamais remettre les pieds dans cet endroit. Je m'appelle Alice Mayer, j'ai 25 ans et je suis sur le point d'obtenir mon diplôme en informatique. Je n'ai jamais été la fille la plus populaire, ni celle que l'on remarque dans une foule. Je faisais simplement ce que j'avais à faire. Je suivais mes cours, faisais mes devoirs et rentrais à la maison avant la tombée de la nuit. Je ne cherchais pas les ennuis lorsque tout a commencé. Je ne draguais personne, je n'essayais pas de me faire remarquer. Je me suis juste contenté de dire à un camarade que je ne voulais pas qu'il s'approche de moi. Il s'appelait Tyler, et on partageait quelques matières. Au début, ce n'était qu'un gars comme un autre. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Tyler s'asseyait toujours trop près de moi, même quand il restait plein de place libre. Il me regardait, pas seulement pendant les cours, mais aussi quand je marchais sur le campus, quand je déjeunais, ou même lorsque j'ouvrais mon ordinateur portable. Un jour, j'ai laissé mon téléphone sur le bureau le temps d'aller aux toilettes, et en revenant, je l'ai surpris en train de faire défiler mes messages. Le pire, c'est qu'il ne s'est même pas donné la peine de le cacher. Il a agi comme si de rien n'était. J'ai fini par le confronter après un cours. Je lui ai dit que son comportement me mettait mal à l'aise, que son regard me dérangeait profondément, et que je ne le tolérerais plus. Mon ton était ferme, mais ni agressif ni insultant. Il est juste resté là, à me fixer, avec cette expression vide, sans dire un mot. Après cela, il a cessé de venir en cours, et j'ai cru que tout était terminé. Mais ce n'était pas le cas. 1 semaine est passée, puis 2, et j'ai commencé à remarquer des hommes qui me fixaient dans la rue. Au début, j'ai cru à des regards fortuits, mais j'ai fini par réaliser que c'étaient toujours les mêmes visages.
Un jour, l'un d'eux m'a suivi sur plusieurs pâtés de maison avant de faire demi-tour. Un autre est resté garé devant chez moi pendant 3 nuits consécutives. J'ai décidé d'en parler à ma mère. Je lui ai raconté ce qui se passait. Et je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Elle m'a dit qu'un matin, elle avait vu un homme planté de l'autre côté de la rue, fixant notre fenêtre. Ma sœur aussi m'a confié qu'un homme l'observait à l'entrée de son école, sans jamais oser lui adresser la parole. Mon instinct me criait que quelque chose clochait, et pour une raison que je ne comprenais pas encore, tout semblait ramener à Tyler. Mais je ne savais pas vers qui me tourner. Après tout, je n'avais aucune preuve. Alors j'ai commencé à me demander si je ne devenais pas simplement paranoïaque. C'est alors que Jonah est apparu. Il était dans un de mes cours, et parfois, il traînait aussi avec Tyler. À ce moment-là, je ne lui avais pas parlé depuis des mois, et lorsqu'il m'a retrouvé, son regard était chargé de nervosité, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Un après-midi, nous sommes allés ensemble à la bibliothèque et, après quelques minutes de conversation, Jonah m'a dit qu'il avait quelque chose à me révéler. Il a mentionné que Tyler avait beaucoup changé et passait désormais tout son temps sur le dark web, riant de ses actes et se vantant d'avoir engagé des gens pour me harceler, me suivre, me filmer et même essayer de pirater mes comptes. Pour Tyler, tout cela n'était qu'un jeu. Jonah m'a averti qu'il ne voulait pas s'impliquer, mais que selon Tyler, il était déjà trop tard. Cependant, avant que je ne puisse lui demander des preuves, il a tourné les talons et s'est éloigné précipitamment, comme s'il pensait être observé. Cette nuit-là fut horrible. J'ai à peine pu dormir, les paroles de Jonah résonnant en boucle dans mon esprit. Surveillance, mercenaires, intrusion, j'ai vérifié mes comptes, ma webcam, même les vis de mon ordinateur portable, tentant de me convaincre que j'étais juste paranoïaque. Mais au fond, je savais que c'était réel. Et si personne n'allait arrêter Tyler, je devrais le faire moi-même. Après une longue recherche en ligne, j'ai découvert l'adresse de Tyler. J'ai appris qu'il vivait seul, à la périphérie de la ville, mais je me suis répété des dizaines de fois que je n'allais rien faire d'imprudent. Je voulais seulement le confronter, enregistrer ses paroles et les porter à la police. Alors, un après-midi, j'ai pris mon téléphone, l'application d'enregistrement vocal et un spray au poivre, juste au cas où, et je me suis dirigé vers sa maison. Quand je suis arrivé, la nuit commençait déjà à tomber. Les rideaux étaient fermés, mais je pouvais voir une lumière vacillante à l'intérieur. En m'approchant de la porte, j'ai remarqué qu'elle était entr'ouverte. Je suis resté figé là, le cœur dans la gorge, l'impulsion de fuir me traversant de part en part. Mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de réponses. Alors j'ai poussé doucement la porte, qui grinça en s'ouvrant. L'odeur me frappa immédiatement. Quelque chose d'horrible. Nourriture en décomposition, humidité, vêtements sales, une puanteur difficile à décrire. L'intérieur était un chaos absolu. Il y avait des déchets partout. De la vaisselle sale et des restes de nourriture jonchèrent le sol. Les tapis étaient tachés d'une couleur indéfinissable, et les mouches bourdonnaient autour de poubelles débordantes et de bouteilles, vides entassées dans chaque recoin. Les murs étaient couverts de papier, de notes, de gribouillages et de lignes de code écrites au marqueur. Chaque pas faisait grincer le sol, et l'angoisse me serrait la poitrine. Alors que je m'enfonçais dans cette obscurité, la maison n'était pas silencieuse. Il y avait un étrange bourdonnement provenant de l'intérieur, comme si une machine tournait sans relâche. Puis j'ai tourné un angle et je me suis figé. 3 moniteurs étaient posés sur un bureau, chacun diffusant une vidéo en direct. L'un montrait ma propre maison, un autre l'université, et le dernier l'école de ma sœur. Une caméra était dissimulée de l'autre côté de ma rue, espionnant mes moindres gestes. À cet instant, la réalité me frappa de plein fouet. Tyler savait que j'allais venir. Et pire encore, il le voulait. Il était là, assis contre le mur, les genoux repliés, les yeux fixés sur moi comme s'il me transperçait du regard. Ses cheveux étaient longs et en bataille, et son visage pâle, couvert de sueur, me donna l'impression que le temps s'arrêtait. Soudain, un sourire dérangé se dessina lentement sur son visage, comme s'il avait attendu ce moment pendant des jours. « Tu es venu, je savais que tu viendrais. Ils viennent toujours quand on ouvre la porte comme il faut, » dit-il d'une voix rauque et éraillée.
Tyler se leva lentement et j'entendis ses os craquer à chacun de ses mouvements. Ses vêtements étaient tachés, comme s'il ne les avait pas lavés depuis des semaines, et une odeur infecte émanait de lui. Preuve qu'il n'avait pas pris de douche depuis longtemps, peut-être même des semaines. Je fis un pas en arrière instinctivement, mais il réagit vite et ferma la porte derrière moi, la verrouillant d'une main tout en glissant la clé dans sa poche. Face à ce geste, je serrai le spray au poivre dans ma main et laissai mon téléphone enregistrer. « n'aie pas peur. Je veux juste parler. Tu dois comprendre que tout ça n'a jamais été pour te faire du mal. » De lui, me dit-il en commençant à faire les 100 pas, ses paroles se précipitant. Il expliqua qu'il s'était préparé à cette rencontre, que la surveillance, les hommes, la peur, tout faisait partie d'une grande leçon. Pour lui, le dark web était une salle de classe, un lieu où il pouvait apprendre à réparer les choses. Tyler parlait de contrôle, de la façon dont les relations étaient brisées et comment les gens avaient besoin d'une structure, d'une direction. « Tu es chanceuse, » dit-il, « parce que tu as été choisie, et une fois que tu accepteras, tu verras à quel point ça peut être bien. » Je ne répondais pas, gardant les yeux fixés sur sa poche, tentant d'anticiper le moindre de ses gestes. Il s'en rendit compte et dit « Tu crois que tu peux t'enfuir? Tu es déjà à l'intérieur. Ils te regardent. Même si tu pars, ils sont toujours là, dehors. Je les ai bien payés. Certains ne veulent pas seulement de l'argent. Ils aiment jouer. » Ces mots me glacèrent le sang. Soudain, Tyler s'approcha et je reculai. Mais bientôt, je me retrouvais plaqué contre le mur. La pièce semblait rétrécir. Et à mesure que la sueur perçait mon front, je compris qu'il n'avait aucune intention de me laisser partir. Ce n'était pas un avertissement. C'était le début de quelque chose de terrifiant. Lorsqu'il s'avança de nouveau, j'agis par pur instinct et lui aspergeai le visage de spray au poivre. Son hurlement résonna dans la pièce alors qu'il tombait au sol, se tordant, les mains griffant ses yeux brûlés. Je courus vers lui et lui donnai un coup de pied dans les côtes, tentant d'échapper à son emprise, tout en arrachant les clés de la poche de son pantalon. Il essaya d'attraper ma jambe, mais je lui écrasai la main et lançai les clés de l'autre côté de la pièce. Puis je me précipitai vers la porte, désespéré de l'ouvrir. J'agrippai la poignée, le cœur battant à tout rompre. Mais je m'arrêtai net. Si je partais, il resterait en vie, toujours dehors, toujours en ligne. Il savait se cacher, savait recruter des gens sur le dark web. Même en prison, il n'avait pas besoin d'être libre pour faire de ma vie un enfer. Il pouvait encore manipuler tout ça, même derrière les barreaux. Et s'il sortait un jour, ce serait pire encore. Je pensais à ma mère, à ma sœur, et aux vidéos que j'avais vues plus tôt. À ce moment-là, je me retournais et le vis à genoux, toussant, les yeux rouges et larmoyants, mais il souriait encore, comme s'il croyait qu'il était en train de gagner. Alors j'ai marché vers lui. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je ne lui ai pas laissé le temps. J'ai saisi un tournevis posé sur son bureau, et je l'ai enfoncé dans sa poitrine encore et encore, sans crier ni pleurer. J'ai simplement continué à pousser jusqu'à ce qu'il cesse de bouger. Mes mains tremblaient, ma vision se brouillait, mais c'était fait. Quand les voisins sont arrivés, ils ont été stupéfaits de me trouver assise par terre, les mains couvertes de sang et tenant toujours le tournevis ensanglanté. Je n'ai pas couru, je n'ai pas tenté de mentir. Je leur ai tout donné, mon téléphone, l'enregistrement, les images, tout. Ils ont fouillé la maison et trouvé son installation, ses diffusions, ses messages sur des forums cachés, ainsi que des preuves de transactions liées au dark web. Tout cela a aidé dans mon dossier, car ils ont confirmé qu'il m'avait attiré dans un piège et que son intention était de me garder captive. Pourtant, j'ai quand même été envoyé en prison pendant 2 ans. On m'a dit que j'avais fait usage d'une force excessive et qu'il existait d'autres façons de fuir, mais personne n'a compris. Personne ne connaissait l'horreur d'être marié. Comment aurait-il pu? Seules les personnes ayant vécu une telle chose peuvent comprendre à quel point c'est aliénant. Finalement, je suis sorti le mois dernier. J'ai changé de nom et d'adresse, et je vis maintenant dans une vigilance constante, redoutant que ses complices soient encore là dehors. Jamais je n'aurais cru que cela pourrait m'arriver. Mais voilà, je te raconte cette histoire d'horreur que j'ai vécue. La vérité, c'est qu'au début, je ne me préoccupais pas vraiment de la sécurité en ligne. J'utilisais le même mot de passe partout. Je cliquais sur n'importe quel lien,
qui semblait intéressant et je partageais énormément de détails sur ma vie sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était normal et je n'aurais jamais imaginé que cela pouvait m'attirer des ennuis. Mais j'étais sur le point de découvrir à quel point je me trompais. Tout a commencé un jour comme un autre, quand j'ai reçu un email qui m'a fait ouvrir grand les yeux. L'objet affichait mon nom complet en lettres capitales. Alors je n'ai pas hésité à ouvrir le message. Mais il ne contenait qu'une seule phrase terrifiante. Nous savons tout. À côté, il y avait des captures d'écran, des conversations de mon portable, des extraits de mes comptes bancaires, même des documents médicaux que je croyais enfouis à jamais dans le passé. Au début, j'ai pensé que c'était une arnaque et je l'ai ignoré. Qui prendrait ça au sérieux? Mais ensuite, mon téléphone a sonné. C'était un numéro masqué. Alors je me doutais que quelque chose de louche se passait. J'ai répondu à moitié, méfiant, et j'ai entendu une voix déformée qui me disait d'envoyer 5000 en bitcoin en moins de 24 heures. Sinon, ma copine apprendrait mes secrets. Quel secret? Me suis-je demandé en ricanant. À ce moment-là, j'étais très calme. Je pensais qu'ils bluffaient, alors je n'allais pas leur donner un centime. J'ai juste ignoré le message et repris ma vie comme si de rien n'était. Le lendemain, ma copine m'a appelé, très inquiète, presque en larmes. Quelqu'un lui avait envoyé un mail contenant des accusations horribles contre moi, affirmant que je la trompais avec d'autres femmes. Des choses totalement fausses, mais racontées avec tant de détails et de précision que ça était presque irréfutable. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai juste répété que ce n'était pas vrai, que quelqu'un jouait avec nous, mais il était trop tard. Elle a rompu avec moi et m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Elle a même bloqué mon numéro. J'ai essayé de la contacter par d'autres moyens, mais elle m'avait bloqué partout. Je suis même allé chez elle, mais elle n'a pas voulu m'ouvrir. Je ne pouvais pas y croire, c'était impensable. J'ai tenté de lui expliquer à plusieurs reprises que tout cela était faux, mais je n'y suis pas arrivé. Et puis, juste au moment où je croyais que les choses ne pouvaient pas empirer, j'ai reçu un autre email. Cette fois, c'était une vidéo, un clip me montrant assis dans mon salon, concentré sur mon téléphone. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est que la vidéo avait été filmée la veille au soir. La sensation d'être observé m'a frappé de plein fouet, et j'ai commencé à me sentir piégé, comme si l'air autour de moi devenait hostile. J'ai regardé autour de moi, attentif à chaque ombre, à chaque coin ouvert dans la pièce. J'ai tenté de me convaincre que c'était un montage, mais l'impression d'être surveillé ne me quittait pas. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Alors j'ai fermé les fenêtres et les portes. J'ai recouvert la caméra de mon ordinateur portable et changé tous mes mots de passe. Je pensais qu'avec ces petits gestes, je serais en sécurité. Mais le message suivant m'a brisé. « Ce n'est qu'un avertissement », disait-il. « Va à ta porte d'entrée. » Le cœur battant à tout rompre, je suis allé jusqu'à l'entrée et effectivement, quelque chose m'attendait. Un paquet, une clé USB. Avec beaucoup d'appréhension, je l'ai branché sur un vieil ordinateur, de peur qu'elle endommage mon PC principal. Et là, une vidéo a commencé à jouer. Moi, encore une fois. Cette fois, en train de dormir, mais filmée depuis un angle qui semblait être à l'intérieur même de ma chambre. Mon estomac s'est tordu alors que je regardais autour de moi et un sentiment d'intrusion totale m'a envahi d'effroi. Depuis combien de temps étaient-ils là? Étaient-ils encore dans ma maison? J'ai fouillé ma chambre à la recherche d'une caméra cachée sans rien trouver. Puis un nouveau message est arrivé. « Tu perds ton temps. Nous sommes déjà à l'intérieur. » Là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis adossé au mur, tremblant, tenant mon téléphone. J'ai pensé appeler la police, mais comment expliquer ce qui se passait? Personne ne me croirait si je disais que j'étais traqué à distance. Soudain, un autre message est apparu. 10 000 avant minuit, où nous publions tout. J'étais paralysé, les yeux rivés à l'écran. Puis un autre est arrivé. Où tu peux payer autrement. Cela m'a fait réfléchir, alors j'ai répondu. Comment? Utilise un couteau, coupe-toi. Je suis resté muet. C'était comme un jeu de terreur. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à viser correctement. Nous te regardons. Si tu ne le fais pas, c'est ta mère qui en paiera les conséquences. Tel un automate,
Je suis allé à la cuisine, sentant mon corps bouger sans mon consentement. J'ai attrapé un couteau et me suis regardé dans le reflet de la lame. Ma respiration était courte et mon pouce tambourinait dans mes tempes. Je voulais fuir, jeter le téléphone, courir, mais je savais que cela ne servirait à rien. Je devais obéir. Bien, maintenant coupe-toi, pas trop profondément. Juste assez pour que tu comprennes qu'on est sérieux. J'ai pressé la pointe du couteau contre ma paume, sentant le tranchant fendre ma peau. Tout cela semblait être un jeu macabre. Mais ensuite, j'ai pensé à ma mère et à ce qu'il pourrait lui faire. Alors j'ai appuyé plus fort, et une fine ligne de sang a jailli. La douleur était minime, mais le désespoir m'a traversé comme une décharge électrique. Voilà un bon début. Maintenant, on va faire quelque chose de plus amusant, m'ont-ils dit. Chaque nuit, les ordres ont continué. D'abord de petites choses, comme briser une vitre ou voler dans un magasin, mais ensuite cela a pris une tournure plus sombre. Ils m'ont forcé à suivre des inconnus, prendre en photo des maisons et des enfants que je ne connaissais pas. C'était comme s'ils me tiraient vers quelque chose d'horrible et je ne savais pas comment m'en sortir. Finalement, est arrivé l'ordre la plus atroce. Étrangle-la pendant qu'elle dort. Fais-le vite. Si tu refuses, nous la torturerons tous pendant des jours, et elle finira par supplier qu'on la laisse mourir. Je suis resté figé devant l'écran, sous le choc. C'était ma mère, la femme qui m'avait élevé, aimé, protégé. Et il voulait que je la tue. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait mon sac à dos et j'ai pris la route vers sa maison. Mes mains tremblaient sur le volant, et mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans ma poitrine. Je ne me souviens même pas avoir déverrouillé la porte. Mais l'instant d'après, j'étais debout à côté de son lit. Elle dormait paisiblement, inconsciente de l'horreur qui était sur le point de s'abattre sur elle. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai fait couler de l'eau froide dans le lavabo, me demandant ce que j'étais en train de faire. Mon reflet dans le miroir me fixait comme une ombre étrangère. Mais j'ai pris une serviette, je l'ai trempée et je suis retourné près d'elle. J'ai soulevé le tissu humide et l'ai posé sur son visage. Sa respiration s'est coupée. Son corps s'est raidi comme un arc bandé. Elle s'est débattue pour se libérer pendant que je pressais plus fort. Ce n'était pas moi. Il y avait quelque chose de noir en moi, une force étrangère qui prenait le contrôle. Mais soudain, quelque chose s'est rallumé en moi et je l'ai relâché. Elle a inspiré bruyamment, haletante. Je me suis éloigné, horrifié par ce que j'avais tenté de faire, par l'abîme dans lequel j'avais failli tomber. C'est à ce moment-là que le téléphone a sonné. « Tu nous as déçus », disait le message, et mon cœur s'est emballé. Sans me retourner, j'ai commencé à courir. Je n'ai rien emporté, j'ai juste accéléré, fuyant aussi vite que possible. Mais même après avoir fui, les messages ne se sont pas arrêtés. « Pourquoi tu cours ? On te retrouvera après avoir fini avec ta mère. » J'ai changé de numéro, mais ils ont retrouvé le nouveau. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, abandonné Internet, mais leur portée était implacable. Ils n'avaient plus besoin de mes appareils. Ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin, chaque recoin de ma vie. Puis un jour, tout s'est arrêté. Plus d'emails, plus d'appels, plus de menaces. Mais je ne pouvais pas faire confiance à cette paix soudaine. Chaque bruit à l'extérieur me glaçait le sang. J'attendais qu'il surgisse à tout moment pour m'entraîner dans quelque chose d'encore plus dévastateur. Mais les jours ont passé et rien ne s'est produit. Peut-être qu'ils étaient partis. Peut-être que je n'étais plus amusant à leurs yeux. Ou peut-être qu'ils m'avaient simplement laissé si brisé qu'il ne restait plus rien à détruire. Désormais, par précaution, je n'utilise plus mon vrai nom. Je vis dans un village où personne ne semble savoir qui je suis. Je n'ai pas de téléphone, pas d'ordinateur. Et j'ai coupé tout contact avec ma mère et avec tous les autres. Je suis terrifié. Terrifié parce que tout cela aurait pu devenir. Que pense ma mère de moi ? Dieu seul le sait. La dernière fois qu'elle m'a vu, j'étais sur le point de lui faire du mal. L'incertitude me ronge. Mais que puis-je faire d'autre ? Je n'ai toujours pas le courage de me rapprocher d'eux et de leur raconter ce qui s'est passé. J'ai qu'une peur panique, qu'ils reviennent dans ma vie, si jamais je le fais. J'ai toujours été curieux de la face cachée du web, la fameuse Deep Web. On y entend les histoires les plus folles, des gens qui y ont vu l'innommable.
des sites impliquant des expériences humaines, la possibilité d'engager un tueur à gages, voire même d'observer les gens à travers leurs propres caméras de sécurité. Le premier site sur lequel je suis tombé était entièrement centré sur la mort. L'atmosphère y était profondément malsaine, alors je n'y suis pas resté très longtemps. Ensuite, j'ai cliqué sur un autre site, consacré à l'observation des gens à travers des caméras de sécurité. La majorité des écrans montraient des salons vides, des jardins banals. Mais certains affichaient des pièces étrangement remplies. L'une d'elles était pleine de peluches, une autre décorée avec de vieux accessoires d'Halloween. Quelque chose en moi se tordait, comme un malaise physique et moral. Ce que je faisais me semblait immonde. J'ai secoué la tête, les yeux fatigués, et j'ai laissé mon regard errer, une dernière fois, avant de déplacer ma souris vers la petite croix pour fermer la fenêtre. Mais juste avant de cliquer, j'ai remarqué un lien bleu sous un écran noir. Un procédé à votre propre risque. Ma curiosité a pris le dessus. Peu importait le dégoût que je ressentais, il fallait que je clique. Le lien est devenu violet et la page s'est ouverte. Mais j'étais loin d'être prêt à voir ce qui m'attendait. Une grande pièce est apparue à l'écran. Elle semblait faite de béton brut plongé dans la pénombre. Il devait y avoir une caméra à infrarouge ou quelque chose du genre, car tout était baigné d'une lumière verdâtre étrange. Dans un coin de la pièce, j'ai remarqué quelque chose. Un bras. On aurait dit un avant-bras humain. C'est quoi ce bordel? Une personne s'avançait désormais vers le centre. C'était une jeune femme. Elle ne devait pas avoir plus de 21 ans. Ses cheveux sombres et sales étaient emmêlés. Sa seule jambe valide était brisée au niveau de la cheville. Elle se traînait avec l'autre. Sa tête pendait vers le sol, lourde. Elle semblait incapable de la relever. Je n'avais pas vu son visage, jusqu'à ce qu'elle se redresse lentement. Alors tout est devenu clair. Elle regardait autour d'elle, les yeux pleins de larmes, son maquillage noir coulant sur son visage. Et puis j'ai vu ses lèvres. Elles étaient cousues avec du fil blanc. Mon corps tout entier s'est affaissé. Mon estomac s'est retourné. J'ai essayé de me convaincre que c'était faux, et qu'il ne s'agissait que d'une vaste supercherie. Mes yeux ont balayé le coin inférieur gauche de l'écran. 11 323 personnes regardaient. La fille a soudainement attrapé un morceau de carton et l'a brandi devant la caméra. Sur l'affiche, on pouvait lire « Si quelqu'un regarde en ligne, s'il vous plaît, aidez-moi ». Je pouvais entendre ses sanglots étouffés, ses lèvres étant toujours cousues. Sa voix s'éteignait dans sa gorge. Je n'ai pas pu supporter davantage, et j'ai fermé l'onglet. Avant de courir vers ma copine, Alana. « Alana, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. » Mais je n'ai pas pu terminer ma phrase. En me retournant vers elle, j'ai vu qu'elle pleurait. Je lui ai dit « Hé, tu as pleuré. Écoute, je sais que tu m'as dit de rester à l'écart de la Deep Web, mais... » Alana m'a coupé, furieuse. « Tu te fous de moi? Je t'ai dit de ne jamais t'approcher de cet endroit. Tu ne m'écoutes jamais. Tu fais toujours le contraire de ce que je te dis, et j'en ai marre. » Elle était furieuse contre moi, et à juste titre. J'avoue qu'elle m'avait prévenu de nombreuses fois de rester loin du web obscur. Elle avait peur, à cause de toutes les histoires atroces qu'elle avait entendues à ce sujet. Je me suis excusé. Puis je lui ai parlé de la fille coincée dans un sous-sol quelque part. Alana s'est penchée vers l'écran et a dit « Oh mon Dieu !» Sa bouche est cousue. Il y a du sang partout sur son visage et ses mains. À ce moment-là, les cris de la jeune femme sont devenus plus forts, plus désespérés, mais toujours étouffés. Je pense qu'on devrait appeler la police. Ai-je dit à Alana, mais elle a refusé. Ne sois pas idiot. Tu ne sais même pas si c'est réel. C'est probablement une mise en scène pour attirer des voyeurs répugnants comme toi. Laisse tomber. Je n'ai rien dit, de peur d'envenimer la situation. À la place, je suis allé me coucher, mais je n'ai pratiquement pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de la femme, le fil tendu sur ses lèvres, le liquide rouge tachant sa bouche, ses doigts, le sol. L'anxiété et l'agitation ne cessaient de croître en moi. J'ai décidé que sortir prendre l'air m'aiderait peut-être à me vider l'esprit. J'ai attrapé mes clés et je suis sorti marcher sur le trottoir. J'ai traversé la rue et j'ai commencé à longer le pâté de maison. Au bout d'environ 20 minutes de marche, j'ai remarqué qu'une camionnette noire me suivait. Elle se déplaçait lentement, sans faire un bruit. Je me suis arrêté et elle s'est arrêtée aussi.
J'allais l'affronter quand mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Alana. Elle devait s'être réveillée. Seule dans la maison, me suis-je dit. « Hé bébé, je fais juste une petite promenade », ai-je dit. « Alana? Allô ?» Mais tout ce que j'ai entendu, c'est un cri étouffé. Alana hurlait, la bouche fermée. Une idée épouvantable m'a alors traversé l'esprit. Un frisson d'horreur m'a glacé la colonne vertébrale. Et j'ai commencé à courir en direction de la maison. J'ai franchi la porte et j'ai couru jusqu'à la chambre. « Alana !» ai-je crié, mais elle n'était pas là. Non. Alana, où es-tu » Alors que je paniquais, j'ai reçu un appel venant de son téléphone. Mais cette fois, c'est un homme qui a parlé à l'autre bout du fil. Premier avertissement. Reste loin du web obscur. Ce n'est pas pour toi. Alana me plaide bien. Ce serait vraiment dommage qu'elle finisse par tenir compagnie à notre invité de la Chambre Rouge. Tu ne crois pas? Ah non, s'il vous plaît. Je ferai tout ce que vous voulez, mais laissez-la partir. Je l'ai supplié. Éloigne-toi de la Deep Web et ne pense même pas à appeler la police. Ou la prochaine fois, nous ne serons pas aussi indulgents. Puis il a raccroché. Je suis immédiatement descendu les escaliers et j'ai couru jusqu'à la porte. En sortant, j'ai vu Alana pousser hors de la camionnette noire qui m'avait suivi. Ses mains étaient attachées et sa bouche recouverte de rubans adhésifs. Le véhicule a démarré à toute vitesse dans la rue, tandis qu'Alana courait vers moi, le visage inondé de larmes. Désespéré, je lui ai demandé si on lui avait fait du mal, et elle a secoué la tête. Je l'ai prise dans mes bras comme si je ne l'avais pas serrée depuis des années. Et cette même nuit, j'ai désinstallé le navigateur Tor de mon ordinateur. Et je ne suis plus jamais retourné sur la Deep Web,